En fait, on le voulait comme un outil dont on allait se servir nous-mêmes en tant que professionnels de santé. Tu vois, un mec comme Blumenfeld, il fait après toujours la même chose. Il va s'échauffer, il court vraiment zone 1. S'il y en avait un à choisir pour quelqu'un qui s'entraîne et qui s'entraîne en triathlon, ce serait des activations. On a toujours voulu être leader dans ce domaine-là. On l'est encore et on a plein de choses qui arrivent pour les années qui suivent. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Sans Limite où on parle de sport d'endurance, de triathlon et de tout ce qui s'y rapporte. On met vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer ces épisodes et en échange, la seule chose qu'on vous demande et qui ne vous coûte absolument rien est de nous laisser une petite note 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter et un petit commentaire sympa. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast et donc à le développer pour vous proposer davantage de contenu par la suite. Allez, merci par avance et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Thibaut, je suis super content de t'avoir sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour ce petit enregistrement avec moi. Écoute, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Je sais que ça fait un moment qu'on devait se le faire. Donc, Bon, clairement. Écoute, je sais qu'on avait discuté il y a quelques mois. Moi, j'avais un intérêt pour la découverte de ton application. C'est vrai qu'on en a vu pas mal finalement ces derniers temps sur des triathlètes comme KB, sur Sam Laidlow. Moi, venant du milieu du triathlon, forcément, c'est quelque chose qui m'a intéressé. En plus, j'arrive à un âge, même si je suis pas encore un grabataire, mais je pense qu'il faut quand même préparer les choses à l'avance, où les questions de mobilité, de souplesse peuvent commencer à avoir leur importance. Et du coup, c'est vrai que on s'était parlé. J'ai eu entre-temps l'occasion de tester l'application, que honnêtement, on pourra en reparler beaucoup plus en détail. J'ai trouvé super propre, super bien faite, super dur aussi au niveau des tests, mais ça, je pense que c'est plus moi le problème que l'application. et du coup, c'est vrai que échanger aujourd'hui un petit peu sur, tu vois, ton parcours, essayer de comprendre un petit peu ce qui t'a motivé pour créer ce produit, sur quel domaine du sport vous vous positionnez actuellement, faire le lien aussi avec le triathlon. Tout ça, c'est des choses qui m'intéressent pas mal. Mais peut-être avant de rentrer justement dans le vif du sujet, si tu peux, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, te présenter en quelques mots. Écoute, merci beaucoup déjà. Je m'appelle Thibaut Saliné, je suis kiné de formation, je suis marié et j'habite sur Montpellier. Donc j'ai eu un petit parcours classique kiné, c'est-à-dire prépa puis école de kiné du coup sur Montpellier ici. Et par la suite, j'ai voulu enchaîner directement dans le sport de haut niveau parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'anime. Donc j'ai fait un DU de kiné du sport et derrière, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance d'intégrer un cabinet ici sur Montpellier qui s'occupait de haut niveau. Et donc avec le Montpellier Handball, puisque donc mon ancien associé était responsable du Montpellier Handball. Et également au Krebs de Montpellier, donc qui est un gros pôle en France qui contient énormément de sports, de différents types de sports d'ailleurs, parce qu'on avait du taekwondo jusqu'à l'athlétisme, du volleyball avec le pôle France qui était là-bas, on avait du golf, on avait vraiment énormément de choses, y compris du triathlon d'ailleurs, puisqu'il y a un gros pôle de triathlon à l'époque. Quand j'y étais, c'était l'époque de Cassandre Beaugrand, Émilie Morier, les sœurs Merle, voilà. Donc il y avait pas mal de monde. Et à la suite de cela, du coup, donc j'ai créé GoWed avec deux de mes associés, Thomas et Romain, qu'on a lancé en 2018. Et voilà. Et le reste est dans l'histoire. Je pense qu'on va revenir pas mal dessus. Ouais, totalement, non, très, très clairement. Est-ce que du coup, GoWed, c'est quelque chose pour comprendre un petit peu comment est-ce que ça s'était fait, donc ton parcours de kiné, est-ce que c'est quelque chose que tu avais vocation à utiliser comme un petit peu, tu vois, un remplacement et next step dans ta carrière? C'est quelque chose que tu voulais offrir en plus à tes clients? Tu voyais ça un petit peu comment, en fait, quand t'as eu cette idée avec tes associés? On l'a pas du tout fait comme une société, pour être tout à fait honnête. En fait, on le voulait comme un outil dont on allait se servir nous-mêmes en tant que professionnels de santé pour nos patients qui étaient en fait aussi nos amis parce qu'on faisait du sport avec eux et en fait on a voulu à la base créer un produit qui pouvait permettre de répondre à un besoin que nous on avait mais que eux aussi avaient en tant que patients. Donc c'était sympa de faire ça et donc Romain qui est ostéopathe, qui est aussi un des cofondateurs,
On a bossé pas mal dessus. On est allé voir Thomas, qui est le troisième cofondateur, qui lui est développeur et qui était un patient à nous deux d'ailleurs aussi. Et donc, en fait, on a développé ça un peu comme ça, jusqu'à ce que on le montre en fait autour de nous, à nos amis, à nos patients, à nos collègues du sport. Et derrière, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose qui pouvait en fait marcher et qui pouvait devenir un vrai business. Voilà. Donc, on a poussé un petit peu plus loin. Et quand on l'a sorti en fait sur le marché français, ça a vraiment buzzé. Donc il faut savoir que nous au départ, on vient du sport de l'entraînement fonctionnel, donc appelé CrossFit. Donc c'est de là qu'on est venu, c'est de là qu'on a grandi et c'était le sport qu'on pratiquait tous les trois à l'époque exclusivement. Maintenant, je me suis mis dans l'endurance, donc ça a changé. Mais à l'époque, c'était full CrossFit, et donc on a eu cette croissance très forte, très 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 rapide, honnêtement. D'abord en France, puis en Europe quelques mois plus tard, et puis mondialement. On a été sponsor des championnats du monde de CrossFit. Voilà. En gros, tous les plus gros athlètes dans ce sport-là travaillent avec nous et utilisent l'app, et c'est une grande fierté. Et on a eu plus d'1 million de personnes qui sont venues sur l'app dans ce sport au bout de 5-6 ans, quoi. Ah, c'est impressionnant, super croissance. Est-ce que tu peux peut-être juste en 2 mots rappeler ce que c'est le CrossFit pour les gens qui ne sont pas super familiers avec ça? Maintenant, on parle beaucoup d'Aerox. J'ai l'impression que le CrossFit, c'était ce qui était un petit peu le précurseur. Voilà, c'est ça. Alors, le CrossFit, qu'est-ce que c'est? Le CrossFit, ce n'est pas un sport, c'est une méthodologie d'entraînement. C'est une préparation physique généralisée, donc ce qu'on appelait avant de la PPG, qui regroupe l'ensemble de toutes les qualités physiques dont on considère qu'on a besoin. Donc que ce soit la force, l'explosivité, la vitesse, la souplesse, la coordination. Donc ça, c'est la théorie. Dans les faits, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout. On est capable de faire du travail au poids de corps, de la gymnastique. On est capable de faire de l'haltérophilie, des squats, des arrachés comme en vraie haltérophilie. On est capable de courir. On est capable de faire des marathons au rameur, de nager. Voilà. Donc le but, c'est de développer ses qualités physiques dans tous les domaines. Donc, on est des spécialistes de rien du tout et on est en fait un peu bon partout sans être excellent quelque part. Voilà. Ce qui d'ailleurs me plaît énormément aussi dans le triathlon puisqu'il faut être bon dans 3 sports, donc c'est compliqué d'être spécialiste dans un. Ouais, non, c'est pas faux. Je crois que j'avais accompagné un pote 1 ou 2 fois dans une salle de CrossFit. J'avais trouvé ça, forcément, c'était pas ce que je pratiquais, donc j'avais du mal un peu à me servir de mes jambes le lendemain. J'ai l'impression, j'ai parlé avec Rudy Koya il y a pas très longtemps, que j'ai reçu dans un autre épisode. Il me disait qu'en fait, l'Aerox, pour lui, il y avait quand même un gros côté axé sur l'endurance, et ceux qui performaient vraiment bien en compétition, c'était ceux qui, au final, arrivaient à courir très vite et arrivaient tout de même à courir sous fatigue après avoir fait les différents exercices. Dans le CrossFit, il y avait aussi cette composante endurance. Moi, je vois les gens quand ils s'entraînent, des fois, ils faisaient les trucs en salle. Après, tu vois, ils faisaient un tour du bloc et ils repartaient sur des trucs. Moins. Beaucoup moins. Alors dans le sens où ça reste une des qualités physiques qu'il faut développer en tant qu'athlète CrossFit. Par contre, la majorité des temps de travail qu'on va demander en compétition ou même dans une salle, dans une ville, on va dire qu'on est plutôt sur quelque chose de court qui va durer 3 minutes. Le plus court, ça va être 2-3 minutes. Et le plus long, ça va être au maximum 30, 35, 40 minutes. Voilà. Donc, on n'est pas vraiment sur de la grande endurance. Si on pouvait le comparer à la course à pied, on comparerait ça plus à du 10K. Voilà. On n'est pas sur du semi-marathon, on n'est pas sur du marathon. Pour autant, l'Aerox, c'est assez rigolo parce que l'Aerox, c'est un entre-deux entre le monde de l'endurance et le monde de la force et du CrossFit. Donc, on voit pas mal de personnes venir de la course à pied et tenter de venir faire de l'Aerox, être très bon sur la partie course à pied, mais par contre être incapable de réaliser les stations, ce qu'on appelle ça des stations. Donc que ce soit pousser un chariot avec du poids et dessus il y a 190 kilos, donc c'est quand même lourd. Faire des wall balls, donc un gros ballon qui pèse 9 kilos et le lancer 100 fois à 3,30 m de haut. Voilà, ça c'est limitant pour quelqu'un qui ne fait pas de renforcement ou qui n'a pas une base de force. Voilà. Pour autant, quelqu'un qui vient uniquement de la force va avoir des problèmes en course à pied et va être limité là-dedans. Aujourd'hui, on a un de mes meilleurs amis qui s'appelle Willy George qui vient de faire la première performance de la part d'un athlète des championnats du monde, donc les CrossFit Games, à venir sur l'Aerox et à se tester là-dessus et qui a fait un temps de 57 minutes 40, je crois. Solide. Voilà, donc il est passé sous l'heure, c'est le premier à être passé sous l'heure. Mais pour ça, il a fait une préparation spéciale endurance. Donc il fait d'ailleurs du triathlon maintenant avec moi.
Et on a vu son corps évoluer. On a vu, voilà, il a dû changer parce qu'un quelqu'un qui fait du CrossFit, uniquement du CrossFit, ne court pas assez, en tout cas pas assez vite, pour pouvoir rivaliser à très très haut niveau là-dessus. Ouais, c'est vrai que moi, ça m'avait surpris l'importance finalement que la course à pied avait dans l'Aerox. J'aurais pas pensé, mais au final, c'est vrai que quand tu vois Ouais, les temps. les meilleurs aéroxeurs au monde, ils courent un marathon en 2,20. Hein. Ouais, ça va super Donc ça vite, c'est commence à courir. Hein. impressionnant. Ouais, ouais, clairement. On fait une petite digression juste, parce que tu as parlé de triathlon là. Tu prépares quelque chose en ce moment? Ouais. Ouais, je prépare le 70.3 d'Aix, le 17 mai, et j'aurai la chance en plus de le faire avec mon ami Willy en question, mais également avec des personnes avec qui on travaille, donc Marjolaine Pierret qui sera là et qui va essayer de gagner, puisqu'elle a gagné l'année dernière. Et puis il y aura aussi JB Tri, pour ceux qui connaissent sous le nom de JB Tri, qui viendra aussi le faire. Voilà. Donc j'ai hâte, c'est pas très loin de chez moi, j'aurai ma famille sur place et ça va être une sacrée belle expérience. De ce que j'ai compris, c'est un super beau triathlon. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de le faire. Trop bien. Bah, moi, j'y serai avec Pierrenne, marque Super. de nutrition. Ça sera l'occasion de se rencontrer Et ben voilà. en vrai. Ça sera top. Et ouais, je pense que ça va être une belle course. Énormément de densité. Je pense que de chaque année, c'est à chaque fois de plus en plus une course qui attire. Ça fait partie des Pro Series, donc ça c'est vraiment pas mal. Mais même en amateur, c'est vrai que c'est une course qui, je crois, elle est sold out. En 3 jours, c'est super. Ça part super vite. Donc ouais, je pense que entraîne-toi bien sur le vélo. Je crois qu'il est pas facile celui-là. Mais J'ai cru comprendre qu'il y a 1002 de dénivelé ouais, sur le vélo. Mais bref, bon, après, le vélo va être dur quoi qu'il arrive. Hein, si tu te fais c'est aussi ça. mal que ça soit plat ou pas plat. C'est pas faux. Mais ouais, voilà. C'est plutôt la natation qui est un peu La redoutée pour le natation. moment. Comme tous les débutants en natation, c'est ce qui fait le plus peur. Ouais, non, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, vas-y, on va revenir sur GoWood. Donc, si je comprends bien, c'est une idée à la base qui vous était venue dans le cadre de votre pratique professionnelle. Est-ce que à la base, l'application, elle avait, on va y venir un petit peu par la suite, plus sur ce qu'on peut y trouver actuellement, mais est-ce que c'était en gros le même concept qu'actuellement ou ça a évolué? Comment est-ce que vous l'aviez pensé Euh, au départ? Alors au départ, c'était carrément même pas du tout ça, mais ça a duré vraiment très peu de temps. Très rapidement, on s'est plongé vers la mobilité avec un test qui était pour nous en fait, c'était impossible de concevoir, de donner quelque chose à faire à quelqu'un sans savoir un, ce qu'il allait faire et deux, comment il était capable de bouger. Voilà, donc ça c'est notre vision de professionnel de santé qui disait j'ai besoin de faire un bilan avant de donner quelque chose à quelqu'un. Voilà. Et donc là-dessus, c'est là que ça a été très très novateur. Donc on est parti là-dessus. Ensuite, on l'a étoffé au fur et à mesure des années. Donc au début, on avait de mémoire peut-être 100 exercices dans l'application. On avait une personnalisation qui était assez limitée. Et puis au fur et à mesure du développement, des équipes qui nous ont rejoints, de l'expérience, des retours utilisateurs aussi qu'on a eu et la chance qu'on a eu de travailler avec des athlètes de haut niveau qui nous ont fait beaucoup de retours et nous ont aidés, on a pu la développer jusqu'au point, donc en 2024, où on avait une très forte personnalisation pour tout ce qui en avait un attrait sur le fitness, de manière générale. Un nouveau step a été passé en 2025, donc c'est comme ça en fait. Je pense que toi tu as vu ça, donc via KB ou Sam, mais Ouais. on est reparti d'une feuille blanche complètement, et on a redéveloppé en fait l'application, pas seulement pour un sport, le sport du fitness, mais pour tous les sports. Donc aujourd'hui on a plus de 50 sports qui sont pris, et on voulait avoir le même niveau d'expertise que ce qu'on avait pour le CrossFit, mais pour tous les sports. Donc du triathlon à course à pied, au trail, mais aussi au volleyball, au golf, au baseball. Voilà. Donc on est parti là-dessus. Et ce qui permet aujourd'hui, en fait, dans l'app, de faire un test de mobilité, donc le même que tu as fait, et d'en déduire la façon dont tu es capable de bouger et connaître tes restrictions, mais également de mettre un niveau de mobilité en fonction du sport que tu fais. Donc je dis n'importe quoi, mais si tu es très très raide au niveau de la chaîne postérieure, des chevilles et des hanches, si tu fais de la course à pied, tu vas pas être très bien noté, tu vas avoir une mauvaise note. Pour autant, si jamais tu fais un sport qui nécessite que le haut du corps et que ton haut du corps est super, ton score va vachement monter. Donc en fait, on est capable d'individualiser aussi la note et le travail qui va en découler, les exercices qu'on va pouvoir te donner, les progressions qu'on va pouvoir te donner, etc. Donc on a toujours voulu être leader dans ce domaine-là. On l'est encore et on a plein de choses qui arrivent pour les années qui suivent parce que on veut que
on veut simplement en fait avoir un rendu le plus proche possible de si quelqu'un était en face de toi et pouvait te donner un exercice en te connaissant par cœur. Ouais, non, écoute, c'est super intéressant. Une question sur ça. Est-ce que ça veut dire, parce que j'ai bien compris que lorsqu'en fait tu t'inscris sur l'app, tu renseignes ton profil, tu vas aussi mettre le type de sport que tu pratiques. Donc bon, moi j'avais mis triathlon et après j'avais imaginé que là où ça me servirait probablement le plus, ça sera en natation, en termes de mobilité et peut-être en course à pied. Est-ce que du coup les tests que j'ai faits, ça va être les mêmes pour tout le monde? Tu disais le baseball ou d'autres sports. Est-ce que tout le monde en fait va faire les mêmes tests, mais après le résultat va prendre en compte ce que tu as indiqué toi comme sport, ou est-ce que Exactement. D'accord, ok. Tout le monde passe la même batterie de tests, puisque ce sont des tests qui sont faits pour justement être sûr que tout ton corps, d'avoir une notation sur le corps entier. Par contre, l'interprétation du test, elle est complètement différente en fonction du sport que tu as renseigné ou des sports que tu as renseignés. Donc, si tu es triathlète, dans ton cas, on va avoir beaucoup d'attention sur les épaules pour la natation, la rotation interne d'épaules pour la rotation, l'extension thoracique pour la rotation. Même chose pour le vélo. Donc pour un triathlète, c'est la position aéro qui va primer, et donc la capacité à tenir cette position prolongée en générant des watts. Et ensuite, sur la partie course à pied, on sait que le triathlon, c'est sur route, donc on va être capable de savoir les besoins d'un coureur sur route, contrairement à un trailer ou contrairement à quelqu'un qui ne fait que de la natation. Donc on va réadapter tout ça, et les exercices qu'on va être capable de te donner à la suite de ça sont basés sur à la fois le test, à la fois le sport que tu pratiques, et à la fois le temps que tu as disponible et le matériel que tu as avec toi. Ouais, ça j'ai trouvé ça vraiment bien en termes de pouvoir choisir le temps, en réalité, tu vois, que tu vas pouvoir pratiquer chaque jour, parce que c'est vrai que bon, là, tu es en train de le vivre avec ta préparation pour Aix, mais au bout d'un moment, soit tu n'as plus le temps, tu n'as plus la disponibilité mentale, tu es juste éclaté. Ouais. Et c'est vrai que pouvoir finalement faire de la mobilité sur quelques minutes, ça a quand même, je pense, un impact positif par rapport à juste ne pas en faire parce que voilà, tu te dis que tu es parti pour une demi-heure et tu n'as juste pas envie, quoi. Et c'était un parti pris aussi d'offrir en fait une sorte d'approche optimisée peut-être en fonction de temps très réduit, et est-ce que en fait de ton point de vue, parce que ce qui est cool c'est que tu as vraiment toi l'expérience professionnelle aussi, c'est mieux de faire ça que rien, j'imagine, mais en fait on s'est posé la question, alors la première chose c'est que oui, en effet on vit dans une société où on n'a pas le temps, où on fait 10 millions de choses en même temps, et donc on voulait répondre à une excuse qu'on recevait qui était « Ah, mais j'ai pas le temps ». Donc, on a proposé des protocoles de mobilisation les plus courts possibles. Le plus court à faire en activation, par exemple, c'est 3 minutes. Donc, c'est vraiment hyper rapide, 3 minutes. Donc, potentiellement, tout le monde a 3 minutes. Mais, avant de l'implémenter, on s'est posé la question de savoir si, oui, mais est-ce que du coup, si on donne 3 minutes, c'est suffisant? Parce que c'est la question de base, c'est pas juste de le faire. Ouais. Si ça sert à rien, autant ne pas le faire. Et en fait, la réponse, basée sur les datas qu'on a collectées, c'est oui. En fait, c'est la régularité qui fait la différence. C'est pas le temps passé. Donc, c'est de le faire tout le temps. Donc, il vaut mieux faire 3 minutes tous les jours plutôt que de faire 25 minutes le jeudi. Ouais, je comprends. Voilà. C'est ça qui fait la différence. Et en fait, les datas nous l'ont confirmé, et de loin, en plus. Bon, spoiler, c'est comme ça dans tous les domaines du monde. Si on veut apprendre à parler anglais, il faut parler anglais tous les jours. Si on veut tenir un régime alimentaire, il faut bien manger tous les jours. Et pas juste bien manger le jeudi, le reste de la semaine, on fait n'importe quoi. Voilà, donc c'est comme ça dans tous les domaines. Dans la mobilité, ça l'est aussi. Et tout à l'heure, tu as dit, je pense que c'est quelque chose, avec le volume d'entraînement qu'on a, peut-être qu'on néglige, etc. Et c'est là où, alors en tant que pratiquant, moi-même, c'est ça que j'ai aimé, c'est que j'ai vécu des choses personnellement en me disant, ah d'accord, c'est ça qu'il disait. Ça, c'était très intéressant. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu la chance, dans mon parcours professionnel, de côtoyer énormément d'athlètes de très très haut niveau. Et la différence entre eux et nous, c'est souvent pas tant l'entraînement. Ils se font mal, mais ils se font mal comme nous. C'est-à-dire que oui, ils se font mal à l'entraînement, ils poussent des watts, ils courent, etc. Ils ont appris à mettre du volume d'entraînement dans leur carrière au fur et à mesure, mais l'équivalent pour nous, voilà, c'est à peu près équivalent. Par contre, tout ce qu'ils font à côté de l'entraînement, ça, nous, on le fait pas. C'est sûr et certain. La récup, ils dorment mieux que nous, plus que nous. Ils mangent mieux que nous, ils mangent plus que nous. Ils prennent du temps pour faire soit de la respiration, soit de la méditation. Ils ont des outils aussi adaptés pour traquer leur sommeil et être sûr qu'ils ont dormi assez. Ils passent un temps fou à prendre soin de leur corps, que ce soit chez des kinés, chez des ostéos, mais aussi tout le travail qu'ils font en activation, en récupération, le soir chez eux, avec les rouleaux, etc. C'est ça, en fait, qu'ils font en plus que nous.
Et la différence majeure entre un très bon amateur et un élite, dans l'entraînement et dans l'intensité à l'entraînement, ça se tient. Hein. C'est vraiment, je dirais pas que c'est la même chose, mais c'est hyper similaire. Voilà. Par contre, tous les à côté, ça c'est sûr que non, ils l'ont pas. Ouais, c'est super intéressant. Et quand tu as commencé justement à travailler avec des triathlètes professionnels, et en plus de ça, on parle de triathlètes qui sont vraiment au top de leur sport, mais il doit y en avoir d'autres. Est-ce que tu as été plutôt, j'ai peut-être une idée de réponse par rapport à ce que tu viens de me dire, mais surpris par rapport à leur approche justement à la mobilité, à des choses, tu vois, qui sont, dormir, manger, tout le monde doit le faire en fait pour survivre. Donc ça, on le fait plus ou moins bien, mais tout le monde va le faire. La mobilité, tu peux encore faire l'impasse. Après, ça a peut-être des conséquences positives ou négatives ou pas, mais tu as encore le choix. Est-ce que toi, tu as vu des énormes différences entre certains pros qui le faisaient et du coup, une sorte de corrélation avec leur performance et d'autres qui ne le faisaient pas et qui peut-être s'y sont mis et qui du coup ont commencé à décoller également? Oui. Alors, oui, la réponse, elle paraît un peu naturelle, mais généralement, c'est quelque chose que tu négliges quand tu as 16, 17, 18, 20 ans. Parce que ton corps, il est capable d'encaisser, en fait énormément de volume. Il est capable d'encaisser tout ça. Plus tu vieillis et plus tu rajoutes un peu des pépins physiques au fur et à mesure, et moins ton corps ne te le tolère. Tu as aussi l'expérience, la maturité qui te fait dire mais qu'est-ce que je peux faire de plus maintenant pour passer un nouveau cap, gagner ce pourcent supplémentaire. Je connais pas un athlète professionnel qui le fasse pas, donc ils le font tous. Si je prends quelqu'un comme Christian Blumenfeld, c'est quelqu'un qui a une vision de l'entraînement très carrée, qui ne rate jamais de session, qui n'évite jamais aucun travail, et c'est quelqu'un qui passe énormément de temps sur l'app, par exemple, mais qui, voilà, je sais parce qu'il s'entraîne parfois avec des personnes qui sont soit qui n'ont pas les mêmes prétentions que lui, soit qui n'ont pas le même temps que lui. Ouais. Et donc, quand il les amène à la natation avec lui, ils vont tous nager ensemble, ils font tous leur session de leur côté, et en fait, lui, il s'inflige une session à chaque fois de 10 minutes pour se préparer, donc avec l'app, et il fait ses protocoles, etc. Donc, il amène sa bande, son rouleau, son tapis, etc. Et les autres sont là un peu en disant « Ah, d'accord, nous aussi, on fait ça, du coup. » Mais ils savent pas quoi faire. Ouais, voilà. Je vois. Et donc, je sais que c'est pas paraître choquant, mais d'un autre côté, je sais aussi que ces gens-là, ils se disent « Mais si lui, il le fait, et moi, je le fais pas, c'est moi qui suis débile parce que lui il a déjà gagné en fait, voilà. Donc dans tous les sports ça a toujours été comme ça, et je crois qu'il y a plein d'exemples. Cristiano Ronaldo, c'est pas le meilleur joueur du monde pour rien. Tous les médias qui parlent de lui disent toujours qu'il arrivait avant l'entraînement, il repartait après. Il fait 1000 abdos par jour, il s'astreint à une routine et sauna, etc. LeBron James, il est encore là, je sais pas quel âge, en NBA, il a tous les records, et on sait qu'il claque $1 million par an juste en prépa physique. Il passe un temps fou à s'occuper de son corps parce que c'est son outil de travail. Bon, mais il n'y a pas de secret. Hein. Les deux, ce qu'ils ont en commun, c'est que c'est les meilleurs joueurs de leur sport en question. Et c'est pareil pour tous les sports. J'ai jamais connu un mec qui était au top de son sport, mais qui n'avait jamais mis tout à 100%. Ouais, non, c'est clair. Je pense que clairement, ça a un bénéfice. C'est marrant ce que tu disais sur l'échauffement avant la natation au Texas l'année dernière. Quasiment tous les matins, tu avais les Norvégiens qui allaient à la même piscine où j'allais. Et donc, du coup, j'y croisais vraiment tout le temps. Et tu voyais effectivement des routines d'échauffement généralement qui faisaient avant. Et c'est vrai que ça fait partie finalement de l'approche. C'est comme tu vas à la piscine, moi je fais des échauffements, mais je fais pas, tu vois, typiquement parce que je prends pas le temps, le type de travail avant de se mettre dans l'eau que eux peuvent faire. Et effectivement, j'imagine que jour après jour, année après année, ça crée une différence, hein, très clairement. Tu sais, ce qui fait la différence, c'est que nous, on va utiliser les 15 premières minutes de notre session, que ce soit de la natation, de la course à pied, vélo, peu importe, pour se mettre dans le bain. Ouais. Donc, en gros, on démarre, ça va pas. On a des douleurs partout, on se sent raide, etc. Et puis, finalement, quand ça fait 1200 mètres que tu es dans l'eau, finalement, ça y est, ça commence à aller, en fait. Voilà, là, je me sens bien, ça y est, j'ai un peu mon rythme, etc. Bon, en fait, ce rythme-là, il vient parce que ton corps, ça y est, il est prêt. C'est juste ça. Hein. Et eux, ils veulent pas avoir cette sensation d'avoir perdu 15 minutes pour rien. Donc, ce qu'ils veulent, c'est rentrer dans l'eau et être prêt. C'est être capable de courir et de pas
soit se blesser bêtement parce que leur corps était pas prêt, mais aussi ils veulent simplement être dire, je suis capable de partir, ça y est. Voilà. Donc, tu vois, un mec comme Blumenfeld, il fait après toujours la même chose. Il va s'échauffer, il court vraiment zone 1, donc vraiment juste il trottine, histoire de mettre un peu de sang et d'activer un peu tout son système nerveux. Il fait ses activations en mobilité et ensuite il part faire sa session. Et ça c'est pour lui, mais ce qu'on a ressenti nous chez les amateurs, alors pour moi-même, mais pour toutes les personnes qui utilisent l'app par exemple, ou qui font de la mobilité de leur côté, c'est ils ont l'impression d'être déjà à 1,5 km, à 2 km, à 3 km dès les premiers pas. Ouais. Et en fait, c'est ça qui fait la différence. Mais non seulement ça fait la différence, mais en plus de ça, c'est typiquement quand t'es froid, pas prêt, etc., que tu vas potentiellement générer une blessure. C'est là que tes tissus sont pas prêts à recevoir autant d'impact. Et on a beau se dire que c'est pas beaucoup d'impact. J'avais fait un calcul une fois, mais quand on court 20 minutes, ce qui en soi c'est même pas une sortie, 20 minutes. Ouais. Quand tu sors 20 minutes, tu prends 3600 impacts. Ah, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Hein. Et donc, si tu cours à 180 pas par minute, ça fait 3600 impacts. Donc, en gros, ça veut dire qu'il faut que tu sois capable d'encaisser autant d'impacts froid, pas prêt, etc. Et c'est là que tu peux générer aussi ce genre de blessure. Donc, ça, c'est pour toute la partie activation, vraiment juste avant l'entraînement. Mais tu as toute la partie prévention que tu fais en fait chez toi à distance de l'entraînement le soir par exemple, où tu vas venir en fait travailler sur la récupération que tu as eu des entraînements que tu as fait dans la journée, potentialiser aussi ce que tu as fait et pour être prêt pour envoyer un peu plus fort le lendemain. Et en fait, dans notre monde de triathlète où on cherche chaque fois à dire je veux battre mon record, je veux améliorer ma FTP, battre mes watts, blablabla, on est sur cette recherche de progression constante et en fait, on nuit à notre propre performance, tu vois, si on le faisait pas. Ça ne viendrait pas l'idée de dire tous les soirs je mange McDo, tu vois, et on verra ce qui se passe demain, tu vois. Si jamais tu sais que tu as une grosse session intense le lendemain, en général, tu commences à réfléchir en disant faudrait que je mange ça le soir pour être prêt, je vais prendre 2 gels, il me faut 80 grammes de carbs, etc. Et ben en fait, on se le dit sur ce qui est facile à acheter et pas sur ce qu'on doit se mettre nous sur notre corps. Pour autant, c'est la même chose. Ouais, non, je comprends. Non, c'est très clair. Si jamais tu devais donner comme ça une recommandation rapide, et j'imagine que la réponse idéale, c'est tout faire, que ce soit avant, que ce soit après, quand tu as le temps. Mais tu vois, c'est encore une fois en revenant sur le fait que la plupart des gens, ils vont dire, moi compris, hein, tu vois, que t'as pas le temps, ce qui en réalité veut dire que tu ne prends pas le temps, je pense plutôt. Mais si tu devais, tu vois, donner une recommandation en termes d'impact positif que ça peut avoir de faire ça soit avant une séance, soit peut-être en fin de journée ou alors après une séance pour quelqu'un qui n'aurait pas, voilà, tu vois, un emploi du temps extensible, ça serait quoi la meilleure approche selon toi à ce niveau-là? Est-ce que tu veux que je dise quels sont les bénéfices? Non, je dirais, tu vois, si tu devais choisir en fait entre faire plutôt, tu vois, de l'activation, plutôt quelque chose après ta séance, plutôt en fin de journée. Alors, s'il y en avait un à choisir pour quelqu'un qui s'entraîne et qui s'entraîne un triathlon, ce serait des activations. D'accord. Ce serait ça qu'il faudrait choisir. S'il y en avait 2, ce serait les activations et ce qu'il y a à faire à distance à la maison le soir. Okay. Voilà, au calme. Et s'il y avait encore du temps pour rentrer, ce serait juste en récup, c'est-à-dire vraiment juste après la séance. Ça, là, c'est celle que tout le monde a tendance à éviter. C'est pas celle qui apporte le plus de bénéfices non plus. Pareil, si on veut aller gratter le 1%, oui. Ouais. Mais s'il fallait les prioriser, ça serait comme ça. D'accord. J'imagine même en termes de prévention, voilà, de blessures, c'est quelque chose qui peut avoir un gros impact. Potentiellement par rapport au fait de juste commencer directement, au-delà de travailler effectivement sur les aspects de mobilité et autres, probablement. Ok, ça va. Tu parlais tout à l'heure du résultat, ça j'avais bien aimé, hein. Le test, c'était assez cool, c'était super dur et honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi terrible les résultats quand je l'ai fait. Je suis en train de regarder là, j'avais 52%, ce qui honnêtement n'est pas terrible, on va pas se mentir. Et je crois que c'était dramatique, 17 au niveau de la chaîne postérieure. Je l'aurais pas pensé parce que je me disais, bon voilà, sur le vélo, j'arrive à bien tenir la position et tout. Pour quelqu'un, tu vois, qui grosso modo arrive avec ce score-là, qui très clairement, tu vois, il y a beaucoup de marge de progression à tous les niveaux. De ton expérience, c'est pour augmenter un peu ce pourcentage de manière, tu vois, significative et qui quand même
et un impact dans ta pratique, je parle pas, tu vois, du quotidien, parce que ça, de toute façon, je pense que ça a clairement un impact positif, mais dans ta pratique, tu penses que c'est quelque chose qui, enfin, tu vois, on aime bien tout quantifier, on aime bien avoir un peu des objectifs, un calendrier. Tu t'estimes à peu près, tu vois, avec une pratique un petit peu sérieuse, de pouvoir améliorer les choses sous quel... Alors, la première chose, c'est que donc, tu as quel âge? Moi, j'ai 45 là. Ok, c'était ça. C'est juste parce que j'ai les stats en face de moi et que du coup, je vais te comparer. Je vais te comparer à la moyenne. Donc déjà, il faut savoir que la moyenne chez les hommes globale, elle est de 64%. C'est le score moyen des hommes. Okay. Et chez les femmes, il est de 71%. Donc les femmes sont plus mobiles que les hommes. La deuxième chose, c'est pour un homme dans ta tranche d'âge, du coup, c'est 61%. Donc, t'es en dessous de la moyenne, t'es pas si loin que ça que la moyenne. La progression, ce qui est bien, c'est que peu importe d'où on part, on peut toujours progresser. Et plus on part bas, et plus on progresse d'ailleurs. Et en plus de ça, il n'y a pas de limite d'âge, c'est-à-dire qu'on peut progresser jusqu'à n'importe quel âge. Et de manière aussi conséquente que quelqu'un qui est jeune. Donc ça, c'est hyper positif. Aujourd'hui, les statistiques, elles dépendent majoritairement de à quel point et quelle est la régularité de l'utilisation de l'app, pour nous parce que c'est de là qu'on tire les stats, mais à quel point et comment tu te mobilises. Si tu te mobilises tous les jours pendant 60 jours, ok, donc pendant 2 mois, voilà, tu peux avoir des gains de 18% sur ton score. Bien évidemment, ça, c'est un plateau au bout d'un moment. C'est-à-dire que si tu commences à 82%, tu finis pas à 100 en 2 mois. Au plus tu pars bas et au plus tu gagnes. Voilà. Mais la moyenne lycée, basée sur le fait que la majorité des hommes ont un score aux alentours des 61% pour les personnes de ton âge, eh bien, tu as un gain de 18% qui est faisable sous 2 mois. Voilà. Donc, c'est largement faisable. Encore plus si ton point faible, c'est la chaîne postérieure. Parce que la chaîne postérieure, c'est ce qui progresse le plus vite. D'accord. Il y a des au niveau des chevilles, c'est beaucoup plus long. Au niveau de ce qu'on appelle l'overhead, donc la capacité à mettre les bras au-dessus de la tête activement, ça aussi, c'est plus long. Mais la chaîne postérieure, c'est quelque chose qui progresse plutôt très vite. D'accord. Non, bah écoute, déjà c'est rassurant. Merci pour ça. Voilà, il y a beaucoup d'espoir. il y a beaucoup d'espoir. Tu peux peut-être nous parler un peu du fonctionnement de l'app, peut-être, une fois que tu as fait ces tests-là. Moi, je le sais, mais parce que je l'ai testé et c'est quelque chose que j'utilise, mais pour les gens justement qui vont nous écouter, une fois que tu as fait ces tests-là et que tu as l'application GoWatt dans les mains, comment est-ce que ça fonctionne, grosso modo? Est-ce que tu vas avoir un programme? Est-ce que c'est toi qui choisis? C'est plus pour que, voilà, tu vois, tu guides un petit peu les personnes qui nous écoutent sur le fonctionnement et ce à quoi ils peuvent s'attendre. Ouais, alors en fait, c'est très facile. En premier lieu, on vous demande votre sport. Ça, c'est parce qu'on a besoin de savoir ce que vous faites avant toute chose. En deux, on fait un test de mobilité, qui est gratuit d'ailleurs. Et c'est complètement gratuit. Donc, vous faites le test de mobilité, vous récupérez à la fois votre score, à la fois votre score par endroit, donc la chaîne postérieure, les chevilles, les épaules, etc. Vous connaissez tout de vous. À la suite de ça, nous, maintenant qu'on vous connaît par cœur, on est capable de vous donner des exercices adaptés à vous, pour vous faire progresser. Et donc là, vous avez 3 types d'exercices. Vous avez les activations, c'est-à-dire ce que vous allez faire avant d'aller vous entraîner. Donc typiquement, si vous êtes triathlète et que vous avez rentré le sport du triathlon, où je vais vous demander aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Donc si tu vas courir, tu vas me dire que tu vas courir. Si tu fais une session brique, tu me dis, bah là, je fais vélo plus course à pied. Voilà, il faut nous dire et nous, on réadapte le travail. Et derrière, on est capable de donner une série d'exercices adapté à la fois à ce que tu vas faire, à la fois à tes points faibles. Ça, c'est pour la partie activation. Pour la partie récupération, même combat, il faut juste nous dire ce que tu viens de faire et on te donne des exercices pour récupérer. Et ensuite, il y a une autre section qui est à faire à la maison. Et là, sur cette partie-là, eh bien, c'est beaucoup plus libre. Donc, on peut soit avoir un programme complètement personnalisé que vous suivez, c'est un programme qu'on a créé pour vous, qu'il faut faire tous les jours. Mais vous pouvez également se dire, allez, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de me mobiliser les hanches, les chevilles, les mollets et les quads, parce que je sens que j'ai vachement bossé là-dessus et j'aimerais créer une routine. J'ai 8 minutes devant moi. Crée-moi quelque chose. Et nous, on vous crée quelque chose, du coup, basé sur tout ça, sur ce que vous avez demandé. Et puis, on a aussi d'autres types de routines qui viennent de sortir, d'ailleurs, qui s'appellent les Triathlon Essentials. Donc, c'est en gros tous les besoins du triathlète. On les connaît. Et si vous faites ça et que vous êtes triathlète, tous les besoins du triathlète à faire à la maison sont pris en compte. Voilà. Donc, on a ce genre de choses. Ouais, super. Aujourd'hui, GoWatt, c'est une équipe de combien de personnes, justement, pour gérer tous ces nouveaux sports, pour développer un petit peu? C'est une équipe alors derrière moi, on est 17.
On est 17 sur Montpellier. On a également quelques personnes qui travaillent avec nous au UK, aux États-Unis. Mais surtout, quand dans la conception de l'app, on était plus que ça. C'est-à-dire que là, au quotidien, on est ce chiffre-là. Mais dans la conception, il a fallu qu'on s'entoure de spécialistes, en fait, dans différents domaines. Tout simplement parce que ce soit Romain, qui est ostéopathe, ou moi-même, on a des compétences dans certains sports, mais on n'en a aussi pas du tout dans d'autres. Et donc, du coup, il a fallu aller chercher des spécialistes de chacun des domaines qui nous étaient étrangers, les amener à expliquer, à écrire un test de mobilité, à écrire une analyse du test de mobilité. Parce que c'est pas une IA qui le fait. Donc, ça a été vraiment algorithmé au départ par nous à la main, pour être capable de le faire, basé sur l'expérience. C'est parce que, ce qu'on peut détecter d'une rotation interne d'épaule dans un sport est différente dans un autre. Et oui, la théorie, ça fait beaucoup de choses, mais le cas pratique qu'on voit tous les jours, que ce soit au cabinet, au Krebs ou autre, c'est complètement autre chose. Et le fait de pratiquer nous-mêmes le ou les sports en question dont on était responsable, ça aussi, ça fait une différence énorme. Ouais, non, c'était une autre question que j'avais justement à la place de l'IA, parce que bon, c'est un truc qui est vachement à la mode et qu'on voit de plus en plus partout. Alors parfois c'est n'importe quoi, parfois ça peut apporter un petit truc. Souvent c'est n'importe quoi encore. Mais est-ce que vous l'utilisez d'une manière ou d'une autre, pas nécessairement dans la conception, tu vois, mais peut-être, je sais pas, l'analyse ou beaucoup. En fait, aujourd'hui, nous, l'IA, dans l'app, il n'y a pas d'IA. Il y a de l'algorithmie qui est complètement différente. L'algorithmie, c'est-à-dire que c'est applicable à chaque fois mathématiquement sur quelque chose. Il n'y a pas de réflexion derrière, ce qu'on appelle un LLM. Donc là, il n'y en a pas. Par contre, en interne, dans nos locaux, on en utilise beaucoup. Encore aujourd'hui, je vais prendre un exemple bête, mais on récupère toutes les statistiques des publicités qu'on fait tourner sur les réseaux sociaux, par pays, par campagne, tout ça. Et plutôt que de tout analyser point par point, on donne ça avec un prompt correct et ça va être capable de nous faire une analyse en disant j'ai l'impression qu'en ce moment les États-Unis marchent mieux que l'Allemagne, il y a eu une dépense supplémentaire par rapport au mois précédent. Ce genre de choses qui en fait fait gagner un temps d'analyse énorme. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense qu'une société qui ne regarde pas l'IA comme un outil pour gagner du temps est une société qui va mourir dans pas longtemps. Ouais. Donc il faut se servir de l'IA dans un quotidien. Par contre, donner son âme à l'IA sans comprendre ce qu'elle nous raconte, sans émettre aussi une observation, sans essayer de comprendre pourquoi on sort ça, c'est, je pense, le point bloquant. Il y a eu pas mal d'études en ce moment qui sont en train de sortir là-dessus. Et c'est vrai que, un peu comme la calculatrice ou le GPS à remplacer le calcul mental ou le sens de l'orientation. C'est très facile de mettre Google Maps maintenant, aujourd'hui, et donc on a tendance à plus se repérer, à plus regarder les panneaux et à plus savoir lire une carte. Ouais. Et c'est un peu comme ça avec l'IA, malheureusement, si on l'utilise bêtement en posant la moindre question qu'on puisse avoir, on demande à ChatGPT ou à un autre ou à Claude la réponse. Et du coup, on fait plus travail de recherche. Or, aujourd'hui, le travail de recherche, il a une importance puisque quand on recherche une information sur Google, qui est disponible, c'est très facile à trouver, l'information, le fait d'avoir fait cet effort de recherche supplémentaire fait qu'on va la retenir beaucoup plus. Or, aujourd'hui, on sait que l'info, elle est tellement disponible tout le temps, facilement, qu'on s'embête même plus à essayer de la retenir. On se dit, au pire, je reviendrai chercher la réponse si j'en ai besoin encore une fois dans ma vie. Ouais, non, c'est vrai que ça change un peu l'approche et je pense que dans tout un tas de jobs, le futur, ça sera pas juste, tu vois, les gens qui ont la connaissance, mais ça sera l'expérience, la capacité d'analyse, ce genre de choses-là. C'est la connaissance, finalement, elle est accessible à tout le monde. Après, ça veut pas dire que tu sais quoi en faire. Ça veut juste dire que tu peux avoir l'information. C'est ça, exactement. Tout le monde sait quasiment tout faire, tout est dispo en ligne maintenant dans quasiment tous les domaines. Maintenant, c'est comment toi tu traites cette information-là, qu'est-ce que tu en fais, quelle analyse tu en fais, quelle décision tu prends, comment tu la mets en place, etc. qui fait la différence. Là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur le futur de l'app. Est-ce que ce sera l'app en 2027 ? Et donc, on est en train de travailler en fait avec des IA pour nous aider à accélérer notre processus de réflexion sur certaines choses. Pour autant, c'est pas une IA qui va générer les protocoles parce que l'IA, aujourd'hui, on l'a fait l'expérience. On va être honnête. Il y avait deux choix. Soit il fallait les faire nous à la main, soit il fallait faire une IA. On a essayé l'IA en se disant, si ça marche, c'est bien, ça va nous faire gagner vachement de temps. Et en fait, l'IA, elle est moins forte que nous. Donc c'est normal puisque l'IA elle fait pas de triathlon, elle fait pas de crossfit, elle a pas passé des années au cabinet, elle a pas touché des patients, etc. Donc ça c'est pas possible. Et donc si on veut avoir cette couche là de vraies expériences cliniques, il faut que ça passe par nous.
Et donc, Ouais. ça reste comme ça, quoi. Je dis ça, ça se trouve, dans 5 ans, on réécoutera ce podcast en disant, mais il était vraiment débile, lui. Mais aujourd'hui, là, le 25 mars 2026, c'est comme ça. Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce que je vois dans mon job aussi, mon job à la ville, pas en tant que triathlète, c'est qu'il y a beaucoup de gens que ce soit des clients, que ce soit d'autres, tu vois, professionnels avec qui on travaille, qui utilisent ça, mais qui l'utilisent de la manière débile, en fait, sans, tu vois, avoir l'expérience, sans checker les choses, juste en prenant, tu vois, pour argent comptant ce que un LLM va leur renvoyer. Et on voit des trucs qui sont parfois hallucinants. Et c'était assez marrant parce que j'avais fait un cours à Harvard où en fait il y avait un mec qui avait fait un doctorat là-bas c'était sur le leadership dans les cabinets d'avocats. Il y avait un mec qui avait fait un doctorat entre MIT et Harvard qui en fait étudiait l'impact justement des LLM dans la profession. Et tu avais plein de gens qui disaient bon bah voilà, tu vois, ça va disparaître un peu parce que maintenant on va être remplacé par une IA ou autre. Et la vision du mec, c'était un peu ce que tu disais au final, que l'accès à l'information, bah, c'est sûr que ça le simplifie. Par contre, le traitement, l'expérience, tu disais, toi, ton expérience au cabinet, le fait d'avoir fait le sport, le crossfit et autres, c'est des choses qui, en fait, ne peuvent pas être apprises, tout simplement, et peuvent pas, en tout cas, à ce stade-là, c'est quelque chose qui n'est pas solutionnable avec une IA. Et nous, avec la personne avec qui on développe notre application de coaching Altrium, Triathlon, c'est aussi un point une question qu'on s'était posée, quelle est un peu la place qu'on veut avoir, qu'on veut donner à l'IA là-dedans. Et au final, on est sur la même chose que toi tu décrivais. On est sur un algorithme en réalité. On n'est pas sur une IA qui va te faire comme par magie, tu vois, un plan d'entraînement et va te traiter le truc pour adapter. Il y a potentiellement, je pense, des domaines là-dedans, et notamment ce que tu disais, rendre l'analyse un peu plus rapide parce que tu vas traiter un énorme volume et te donner quelque chose, mais quand même qui va pas juste être vomi par le truc comme ça et pas traité par la suite. Mais je pense qu'il y a une place probablement, mais il faut pas que ce soit le corps du truc. Ça doit être vraiment très sporadique et encore une fois, clairement, tu dois pas lui donner les clés du coffre, quoi. Non. Et puis en plus après il y a des dérives. C'est, comme je disais tout à l'heure, on lâche tout, on vérifie rien en fait. Et c'est cette vérification là qui est hyper importante parce que même parfois on en vient à douter de peut-être que l'IA a raison plus que moi en fait. Oui. Et donc du coup c'est vrai que faire parfois des pauses là-dessus ou savoir se limiter. Là où je trouve que ça a été c'est que ça a été lâché en fait dans la nature. Et il n'y a pas eu de. Si vous entendez des chiens derrière nous, c'est parce qu'on a 9 chiens au bureau. Et donc, là, c'est le mien qui vient qui vient d'essayer de participer au podcast. Et en fait. Non, j'ai perdu le fil de la discussion, mais oui, pardon. On a lâché donc les LLM à disposition du grand public sans consigne. En gros, je pense que c'était fait exprès, hein, mais on n'a pas donné de consigne de voici comment prompter, voici comment expliquer, voici comment demander, voici comment on perçoit l'analyse, voici attention, ne vous faites pas avoir, ce n'est pas un vrai humain qui vous parle, attention, c'est avec des disclaimers et ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui apparemment discutent avec, mais toute la journée, comme si c'était Siri, quoi. Je sais qu'à l'époque de Siri, il y avait eu des problèmes avec ça. Il y a des gens qui étaient tombés amoureux de Siri et tout ça. Oui. Mais c'est un peu dans le même truc, quoi. C'est-à-dire qu'il faut mettre des blocages presque pour lui dire. Et je sais qu'il y a une des façons de prompter, c'est aussi de mettre un cadre de départ en disant voilà, je ne veux pas être flatté, je ne veux pas que tu ailles dans mon sens, je veux avoir une réflexion, je veux que tu mettes en doute ce que je dis, etc. Et le fait de simplement mettre le cadre de départ change complètement ce que va répondre le LM. Mais on peut aussi aller à l'excès, c'est-à-dire ne sois jamais d'accord avec moi et il sera jamais d'accord avec vous. Voilà. Ce qui veut dire qu'il a raison. Il va juste appliquer ce que vous lui avez dit. Voilà, donc c'est un peu. Moi, ça m'est déjà arrivé de demander naturellement dans différents domaines. Et en fait, parfois, il dit n'importe quoi. Et tu lui dis, mais là, tu me dis n'importe quoi. Il dit oui, pardon, c'est ça. Pardon, c'est vrai. C'est vrai, je dis n'importe quoi. Tu peux aller dans l'autre sens. Tu peux lui dire un truc qui est vrai. Tu peux lui dire, Emmanuel Macron est le président de la France à ce jour. Est-ce vrai? Oui. Tu dis non, c'est pas vrai. Et si tu le pousses en disant non, je vous jure, c'est pas vrai. Et ça, il va dire d'accord, c'est pas vrai. Voilà. Donc, ça prouve bien qu'il y a une limite. Bon, bref. Clairement. On pourrait en discuter pendant
pendant des heures, je pense, de ça, parce que... Ouais, mais c'est super intéressant, je trouve, tu vois, surtout sur des produits, bah, voilà, comme ton appli, parce que c'est nécessairement une question qui, à un moment donné, va se poser, je pense, pour tous les supports un peu comme ça, digitaux, et c'est intéressant de voir comment est-ce que vous l'intégrez, ou alors est-ce que vous ne l'intégrez pas, mais en tout cas, c'est super clair, et merci d'avoir répondu sur ça. Un autre point, justement, qui m'intéressait pour comprendre un peu comment est-ce que vous onboardez un petit peu le feedback que les athlètes peuvent vous faire. Vous travaillez avec pas mal de professionnels, que ce soit français, étrangers. Est-ce que pour justement perfectionner, améliorer le produit, vous avez une interaction active avec eux pour justement recueillir leur feedback, offrir des points d'amélioration sur l'appli? Comment est-ce que ça se passe? Je vais pas mentir, je pense que 80% des fonctionnalités de l'app viennent des utilisateurs. D'accord. Voilà. Donc, ça donne une idée. Ouais, C'est-à-dire que, en fait, déjà, on a la chance d'avoir des utilisateurs qui, je pense, on a réussi à créer une espèce de lien avec eux qui fait qu'ils se sentent, ils voient la possibilité de donner un feedback. Nous, on n'a pas des bots, on a un vrai service client avec des vrais humains qui sont là, dans le bureau. Donc, du coup, on répond vraiment sous 24 heures. Mais du coup, à chaque fois qu'il y a une idée, un feedback, on prend, on note et on fait un débrief à la fin du mois sur le nombre d'idées qu'il y a eu, les types d'idées qu'il y a eu et les problèmes. Si c'est un problème, attention, il y a un bug, là, on le corrige tout de suite. Mais si c'est juste, j'aimerais bien que l'app fasse... Ben, on en débat entre nous, on regarde si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Si c'est une bonne idée, mais peut-être applicable dans trop longtemps, ou on n'a pas les moyens, peu importe. Et puis parfois, on voit qu'il y a des idées qui se stackent. Donc on voit qu'il y a eu 35 demandes le même mois sur la même idée. Et là, on se dit, il y a peut-être quelque chose. Donc on va explorer l'idée et on va plus loin. Voilà. Donc oui, c'est comme ça qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les utilisateurs qu'on veut rendre heureux et qu'on veut faire progresser. Et alors, parfois, il y a des idées où, généralement, l'idée qu'on refuse tout le temps, c'est « mais j'aimerais bien que cette app-là, elle fasse aussi la programmation, elle fasse le café, elle fasse tout. » Voilà. Et ça, par contre, ça, on refuse toujours en disant « bah non, nous, on est spécialiste de la mobilité, on fait que ça. Si vous voulez avoir des apps de programmation, voici des apps de programmation. Si vous voulez on renvoie les gens vers d'autres plateformes qui font ça bien mieux que nous et qui le feront bien mieux que nous. Voilà. Mais par contre, toutes les idées sont toujours bonnes à prendre. Et au contraire, je pense que le jour où tu arrêtes d'écouter les feedbacks, c'est le jour où c'est fini. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. Pour s'orienter un peu plus sur le côté business, sans rentrer dans des détails qui peuvent pas être partagés sur un podcast. Donc tu disais, vous êtes basé en France, mais vous déployez votre produit sur quand même pas mal de pays. Monde entier. Ouais. Sur le monde entier. Actuellement, vous avez combien d'utilisateurs au global? J'ai pas regardé les chiffres cette semaine, mais je crois que c'était 1 700 000 quelque chose. Donc 1 700 000 personnes qui ont utilisé l'app. Ouais. D'accord, donc ça permet quand même d'avoir pas mal de données et justement, ça permet d'avoir ce qu'il faut probablement aussi pour la prochaine version de GoWOD et s'assurer que vous prenez en compte que ce soit le feedback qui est donné de manière un peu volontaire, tout simplement parce qu'on vous le dit, ou alors juste les données un petit peu objectives sur base des résultats. C'est ça. Est-ce que, sans trahir aucun secret, tu peux dire un mot peut-être sur ce que ça sera le GoWOD de demain? Est-ce que vous avez des axes de développement qui, tu vois, encore une fois, avec ce avec quoi tu es confortable de nous parler? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on veut faire, c'est être capable d'avoir un test qui enlève de la subjectivité. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de notion de je me note, mais je n'ai pas le choix que de dire la vérité puisque c'est le téléphone qui voit lui-même où j'en suis. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle on travaille. Et la deuxième chose, c'est être capable d'avoir l'utilisateur moins laissé tout seul dans l'app, dans le sens où on serait capable de créer un plan sur 12, 16, 20 semaines pour un objectif très précis, un 70.3 par exemple à telle date, et on est capable de l'amener jusque-là avec des connectiques qui pourraient se brancher ailleurs. Donc on pourrait récupérer toutes les données de Garmin, Strava, Apple, etc. et être capable de dire ok, j'ai vu qu'aujourd'hui tu avais fait ça, donc je suis capable de remodifier ça, mais en fait tu m'as dit que tu allais le faire mais tu l'as pas fait, etc. Et nous on est capable de réactualiser en temps réel. Aujourd'hui on n'a pas cette notion-là de temps réel. Donc ça, je pense que c'est le futur de GoWOD, ouais.
Ouais, ça c'est un truc super intéressant sur lequel on travaille justement, et c'est pareil, il faut l'algorithme qui permette de le faire. Quelqu'un qui fait péter sa séance, essayer de voir pourquoi est-ce qu'il l'a pas faite, est-ce qu'il est tout simplement mort, est-ce qu'il a pas le temps, est-ce il est blessé, et voir en fonction du type de séance, en fonction de là où il en est, en fonction de ses capacités aussi, est-ce qu'on modifie le plan, est-ce que on ignore cette séance-là, est-ce qu'on la recadre, on la replace, et je pense que c'est vraiment en vrai, c'est un peu fermer ce gap entre le coach qui serait là et qui ferait ça pour toi. Et ça suppose d'avoir une personne, j'imagine si t'es pas professionnel, c'est très difficile à avoir. Et quelque chose qui est un petit peu plus déshumanisé, un petit peu plus lointain. Et c'est vraiment personnalisé en fonction de pas juste un certain profil, mais ce que la personne fait effectivement et s'adapter de manière dynamique peut-être. C'est ça. Dynamique, on a déjà du dynamique parce que quand tu retestes et en fonction de si tu changes de sport, si tu te retestes, si tu évolues, on recalcule tout en permanence. Mais il y a une notion de plus en plus fine qu'on aimerait avoir. C'est le but aussi de grandir pour nous et d'avoir la meilleure expérience possible. Honnêtement, je pense même pas que d'un point de vue purement businessment parlant, je suis pas sûr que c'est ça un game changer pour faire de l'acquisition, de la rétention, etc. Mais juste, on sait que ça améliore l'expérience, ça sera encore plus pointu, donc ça nous plaît. Et en fait, c'est ça qui... Alors, je rappelle, on est quand même des professionnels de santé à la base, donc en fait, on n'a pas fait ce métier là aujourd'hui qu'on fait. À la base, on l'a fait pour soigner, aider nos patients. Donc en fait, on essaie juste de répliquer ça dans l'app. On travaille avec les kinés, donc le but, c'est pas de se les mettre à dos. Donc en fait, on essaie de faire tout pour que la performance, que ce soit des élites ou des amateurs, en fait, ils aient la même. Et ce qu'on fait, c'est que comme en F1, c'est toujours la même chose, c'est les F1 qui amènent l'innovation vers les voitures de série. Donc en gros, on part de la Mercedes de George Russell actuellement et on l'amène en fait à la fin dans une Dacia. Voilà, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que au fur et à mesure, on a des innovations en termes de sécurité et autres qui se retrouvent dans nos voitures. Nous, on essaie de faire la même chose. On essaie de savoir ce qui fonctionne chez les athlètes professionnels, comment on peut optimiser la performance et comment on peut amener ces clés-là, qui sont censées être inatteignables, à une pratique en fait complètement amateur et après avec un prix qui soit abordable parce que le but c'est qu'il n'y a pas grand monde qui peut se permettre d'avoir un kiné tous les jours avec soi qui le suit sur chaque session avant, après, le soir à la maison, etc. Ça peut être cher. C'est ça. Voilà. C'est clair. Non, écoute, c'est très clair. J'avais vu que vous aviez été partenaire officiel, donc tu m'avais dit d'ailleurs au début de ce podcast, les CrossFit Games. Est-ce que ça c'est un canal d'acquisition, parce qu'on voit souvent, tu vois, les partenaires. Alors moi dans mon domaine, le triathlon, où tu as je sais pas, récemment c'était Précision, la marque de nutrition, tu vois, qui avait sponsorisé les championnats du monde 73 à Marbella. Est-ce que tu vois un bénéfice, tu vois, pour une marque d'être name partner de ce genre d'event? C'est une question que je me suis toujours posée, honnêtement. Oui. Ça allait complètement, parce qu'en fait alors ça dépend où est-ce que tu en es dans ton stade de développement en tant que société. Tu as une phase d'awareness, c'est-à-dire il faut que les gens comprennent ce que ton nom est, ce que tu fais, à quoi tu sers. Ensuite, une partie éducative pour essayer de faire comprendre le lien entre ce que toi tu fais et ce que ça pourrait leur apporter. Et à la fin, une phase de déclenchement de la vente. Nous, aujourd'hui, on se sert beaucoup de l'influence. L'influence, c'est via Sam, Christian, Marjolaine, par exemple, pour faire comprendre à quel point en fait c'est un produit qui est utilisé par les élites et qu'en fait c'est avec eux qu'on est en train de collaborer sur la précision qu'on va pouvoir amener dans les protocoles de mobilisation pour les triathlètes. Mais une fois qu'on aura acquis en fait une certaine base d'utilisateurs dans le triathlon suffisante, on passera au step supérieur pour asseoir en fait notre marque. Aujourd'hui, il y a un intermédiaire qui est d'être présent. Pas besoin d'être sponsor parce que ça coûte quand même beaucoup de sous, mais par contre tu peux être présent. Donc on va être par exemple à l'UTMB, on va être au 70.3 à Nice pour les championnats du monde en septembre, on va être sur un stage de trail à l'Alpe d'Huez. Voilà, on va se déplacer pour en fait rencontrer nos utilisateurs en personne, et deux, aussi essayer d'éduquer en fait tous ceux qui nous connaissent pas et qui pourraient être intéressés par ce qu'on propose, en disant voilà, c'est ça, vous pouvez l'essayer, vous pouvez tester votre mobilité gratuitement.
Vous avez 7 jours d'essai gratuits si vous voulez même essayer. Donc, il y a vraiment aucun risque. Voilà. Donc, on essaye au plus possible avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire, on est tous ici sur Montpellier. Donc, quand c'est à Nice, c'est facile. Voilà. Et quand il faut aller à Kona, c'est un peu plus compliqué. Voilà. C'est un peu plus compliqué. Voilà, il faut vraiment que ça vaille l'investissement, quoi. Voilà, bon, c'est ça. S'il faut se déplacer à 10, ouais. Ouais, non, ça peut être. Écoute, je pense, moi, j'arrive un petit peu au bout de ce que je voulais te demander, juste sur ça, parce que du coup, je vois que votre business, il est quand même assez global. Est-ce que c'est encore alors c'est peut-être un peu une question où c'est difficile de répondre de manière directe, mais est-ce que pour une boîte comme la tienne qui vend un produit, tu vois, dématérialisé, est-ce que ça a encore un intérêt de rester basé en France, en fait? Parce que je me dis, tu vois, c'est finalement ton public, c'est un public alors, global. Fiscalement, est-ce que je pourrais trouver mieux? Oui, c'est sûr. Par contre, il y a quelque chose que j'apprécie ici. C'est parce que je quitterai jamais l'équipe qui est derrière moi. C'est-à-dire que le jour où l'aventure s'arrête, ok. Mais avant ça, je suis trop team player pour ça. C'est-à-dire que je pourrais pas, je pense. Et il y a beaucoup de choses, il y a nos habitudes. Enfin, je veux dire, moi, je suis marié, j'ai ma femme qui est ici, on a notre vie ici. J'ai mes parents à 2h30. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que je bouge quelque part. Voilà. Donc, je les verrai moi aussi. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses. Et puis après, il y a un autre côté aussi, c'est que il y a beaucoup de taxes en France. Il y a beaucoup on paye beaucoup de choses. On a beaucoup d'impôts, etc. Mais on a aussi beaucoup de choses qui sont très positives. Moi qui voyage pas mal, du coup, grâce à mon métier, je vois beaucoup d'Américains, mais qui ont des facilités sur certains domaines. Et sur d'autres, ils n'en ont pas du tout. Ouais. La santé en est un d'eux, typiquement, mais aussi la sécurité de l'emploi, ce genre de choses. C'est en tant que patron, on est croyez-moi, c'est comme les propriétaires et les locataires. La loi est faite pour les locataires, la loi est faite pour les employés, pas pour les patrons. Ouais. Donc c'est dangereux, plus dangereux pour nous. Pour autant, il y a quand même une certaine sécurité qui fait que on peut avoir un enfant, on peut faire ça sans avoir peur de se faire virer du jour au lendemain en France. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que quand on veut monter sa boîte en France, il y a quelque chose qui s'appelle Pôle Emploi, ça s'appelle France Travail, je crois maintenant, qui permet de financer toutes les startups. Et en fait, il y a je sais plus qui avait dit ça, qui avait dit que Pôle Emploi c'est l'investisseur numéro 1 de toutes les startups, en fait, parce que il suffit de se mettre au chômage pendant 6 mois, tu bosses sur ton projet pendant 6 mois, quand c'est prêt, hop, tu lances ton projet, et en fait, t'as été payé pour développer ton projet. Alors, nous, on était kinés et on n'a pas arrêté parce qu'il n'y a pas de chômage quand t'es en libéral. Mais en soi, pour la majorité, c'est reste comme ça. Ils quittent leur job, ils font quelque chose, ils sont payés par l'État pendant 6 mois et ensuite ils lancent une boîte. Donc, il y a des avantages, des inconvénients comme partout. Mais je trouve que c'est cool quand même le petit côté cocorico. Ouais, non, je suis d'accord avec ça. Et c'est une question finalement, tu vois, plus pour avoir ton point de vue parce que je parle souvent avec des gens qui, soit, tu vois, ils se plaignent et à juste titre parce qu'effectivement, comme tu dis, les impôts, bon, c'est pas forcément cool. Et du coup, surtout quand c'est des produits comme ça qui sont dématérialisés, c'est quelque chose qui est assez simple finalement. Après, naturellement, il y a l'équipe, il y a tout ce genre il y a ta vie tout simplement. Mais c'est souvent une question qui revient et je trouvais ça intéressant de te le poser, d'avoir ton point de vue sur ça. Notre expert comptable nous a déjà posé la question de savoir est-ce que ça vous intéresse et est-ce que ça engendrerait aussi derrière aujourd'hui, enfin de toute façon on n'est pas du tout, on n'a pas créé ce truc, cette société, cette app pour l'argent à la base, on l'a créé pour nous et nos patients. On a la chance que ça marche bien, on a la chance de pouvoir faire vivre toute une équipe et nous-mêmes. On a la chance de pouvoir se déplacer et supporter des athlètes qu'on adore parce que honnêtement c'est aussi pour ça qu'on le fait. Les réunions le lundi matin, elles commencent par ce week-end Blumenfeld, il a couru semi-marathon en 1h06 et puis il a nagé en 1h11 au 100 mètres. Ça commence comme ça les réunions, voilà, et pas par les chiffres. Voilà, donc c'est parce qu'on le vit et on regarde. Alors là c'était en pleine nuit donc on n'a pas pu regarder, mais sinon tout le monde regarde sur YouTube en live et tout. Ouais. Donc on adore et c'est pour ça qu'on fait ça et en fait, c'est surtout ça, plus qu'une question d'optimisation fiscale, etc. Ouais, bien sûr. Je pense que je me trouverai des points forts et des points faibles à être partout. Et voilà. Non, bah écoute, merci beaucoup déjà d'avoir été si transparent dans tes réponses. Et honnêtement, enfin, j'ai bien aimé notre discussion. C'est super sympa, je pense, de pouvoir, voilà, tu vois, mettre. Moi, j'ai l'image et ceux qui l'écouteront en podcast uniquement ne l'auront pas, mais de pouvoir un petit peu
connaître ce qui se passe derrière une application qui en plus fonctionne bien et en croissance. Donc vraiment merci Thibaut d'avoir pris le temps. On remettra en description le lien vers l'appli si vous voulez la télécharger, si vous voulez la tester. On remettra aussi le code pour une petite motivation si jamais vous souhaitez vous abonner, qu'on avait déjà partagé dans la vidéo où justement je testais l'application et je souffrais pendant le test de mobilité. Et nous, on va se croiser très certainement donc, sur ton 73 à Aix. Écoute, moi, je te remercie vraiment, Thibaut. C'était vraiment cool. Je te souhaite vraiment de la force pour tes dernières semaines d'entraînement d'ici là. Merci. Et on aura l'occasion de discuter un petit peu et surtout de t'encourager à l'occasion de cette course-là. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et puis on se donne rendez-vous à Aix du coup. Génial. Allez, un grand merci Thibaut. À très vite. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Sans Limite jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à le partager. Mais surtout, merci de mettre une note 5 étoiles avec un super commentaire pour aider à référencer le podcast, lui donner de la visibilité et nous motiver à continuer. Allez, à très vite.